Bonjour à tous, chers élèves de seconde. Nous nous retrouvons donc pour notre chapitre H3 qui s'intitule L'ouverture atlantique au XVe et XVIe siècle. Alors, à titre d'introduction, nous allons observer cette carte, cette représentation du monde connu au milieu du XVe siècle, donc au début de notre chapitre. Alors, si vous regardez mon curseur et que vous le suivez, ici vous allez arriver à voir ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Ici, nous sommes donc en France, la Bretagne, que vous voyez ici. Nous descendons et nous reconnaissons plutôt facilement les contours de la péninsule ibérique, c'est-à-dire l'Espagne et le Portugal. Et puis, on continue comme ça et on arrive très bien à se repérer en Méditerranée, jusqu'à la mer Noire ici. Les côtes de l'Afrique du Nord sont également bien connues. Et puis, jusqu'ici, ça va. Et là, vous avez cette espèce de mer fermée, très étrange, que vous ne pouvez pas reconnaître tout simplement car le monde ne ressemble pas à ça. Mais cette carte, elle est révélatrice justement de l'horizon des Européens au milieu du XVe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge. En fait, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, on va avoir de grandes découvertes qui vont complètement bouleverser la vision du monde des Européens. À cette époque, que connaissent-ils? Ils connaissent très bien, c'est ce que nous venons de voir, les pourtours de la mer Méditerranée. Pourquoi? Parce que la mer Méditerranée est au cœur des échanges commerciaux. On l'avait déjà vu à l'époque médiévale. Ils connaissent donc très très bien cette mer. Ils connaissent l'existence de civilisations en Asie, mais ils ne les fréquentent pas. On sait qu'il y a des Asiatiques puisqu'on commerce avec eux, notamment des épices, des parfums, etc. Néanmoins, c'est des civilisations qui sont encore très méconnues pour les Européens. L'Afrique, elle est également assez mal connue. On connaît le nord de l'Afrique quelque peu, mais tout le reste du continent absolument pas. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de fin à ce continent qui ferait un gros bloc comme ça et qui rejoindrait ici la Russie, possiblement. Voilà. Et les autres continents, Amérique, Océanie, Antarctique, totalement méconnus des Européens, totalement ignorés, c'est-à-dire qu'ils ne les connaissent absolument pas, ils n'en ont aucune conscience, ils ne savent pas qu'ils existent. Et nous avons ici ce fleuve océan, comme si la Terre s'arrêtait net et que derrière nous tombions face à cette Terre plate. Alors, du coup, nos grandes découvertes, ces grandes découvertes menées par des explorateurs célèbres, le plus célèbre d'entre eux étant évidemment Christophe Colomb, vont totalement bouleverser cette vision du monde. Les Européens vont découvrir de nouvelles terres et de fait, cette Méditerranée qui était alors au cœur des échanges va perdre de son importance au profit d'un nouvel océan, l'océan Atlantique qui sera lui au cœur des nouveaux échanges à l'époque moderne. Donc c'est ce que nous allons voir, la problématique de ce chapitre étant quelles ont été les conséquences en Europe et dans les territoires conquis de l'ouverture atlantique au XVe et XVIe siècle. Nous allons donc débuter ce chapitre H3 par une première partie qui s'intitule « L'Espagne et le Portugal se partagent ce que l'on appelle alors le Nouveau Monde ». Alors, première question à se poser dans cette première sous-partie, pourquoi les Européens sont-ils partis à la découverte du monde? Quelles ont été les raisons qui les ont poussés à partir découvrir de nouvelles terres? Alors, première raison, évidemment, il s'agit de raisons économiques. Tout d'abord, nous sommes de fait au milieu du XVe siècle et ici, si vous vous repérez bien, ici c'est la Grèce actuelle, la Turquie actuelle. Nous sommes face à un empire byzantin chrétien orthodoxe, on en a déjà parlé à l'époque médiévale, qui est réduit comme peau de chagrin. C'est-à-dire que, regardez, en 402, il est finalement réduit à sa quasi seule capitale, c'est-à-dire Constantinople. Cet empire n'a fait que réduire. Je vous rappelle qu'il a notamment été attaqué, sa capitale en tout cas, Constantinople, lors de la 4e croisade, par des croisés chrétiens qui ont pillé la ville. De plus, il est soumis à diverses invasions, ici les Normands, les Slaves, etc., etc. Et de fait, cet empire byzantin ne fait que de réduire progressivement. Alors, en 1453, un homme, Mehmed II, que vous voyez juste ici, à la tête des Turcs musulmans ottomans qui viennent au départ d'Asie centrale, va décider d'emmener ses hommes et de conquérir la ville de Constantinople, juste ici, en 1453. Pour ce faire, les Ottomans vont décider d'encercler la ville, comme vous l'avez sur cette représentation,
d'encercler la ville et d'en réaliser le siège, c'est-à-dire de bloquer toutes les entrées et les sorties de la ville de Constantinople. Les habitants de Constantinople, byzantins, vont alors appeler à l'aide l'Europe de l'Ouest. Finalement, les Byzantins ne vont recevoir que très peu de soutien de la part des Européens. Seule l'Italie envoie quelques milliers d'hommes pour les soutenir, mais numériquement, ils sont bien trop faibles. C'est-à-dire que les Turcs sont plus de 100 000, alors que chez les Byzantins, on compte 7 à 8 000 hommes. Les habitants de Constantinople ne peuvent donc résister et finissent donc par se rendre aux Turcs musulmans ottomans dirigés par le sultan Mehmet II. Un sultan, c'est l'équivalent du roi. Donc, de fait, les musulmans s'emparent de la ville de Constantinople et décident d'en faire leur capitale en la renommant Istanbul, que vous connaissez aujourd'hui sous ce nom. Alors cette ville, si vous regardez ici, elle a une place absolument centrale au sein des échanges. Sa position géographique est très privilégiée puisqu'elle permet de relier l'Asie et l'Europe. Donc c'est ce qu'on va voir, on va comprendre de fait pourquoi elle a une grande importance dans les grandes découvertes. Après la mort de Mehmet II, différents sultans vont se succéder à la tête de l'Empire ottoman. Parmi eux, je vais vous demander de retenir celui-ci, que l'on nomme Soliman le Magnifique étant un surnom. Tout de suite, avant de parler de ce qu'il a fait, nous pouvons regarder cette illustration de Soliman le Magnifique. Vous devez vous douter qu'il ne s'appelle pas, qu'il n'est pas surnommé Soliman le Magnifique pour une beauté absolument renversante. En réalité, il est surnommé ainsi parce qu'il va faire de la ville d'Istanbul une magnifique ville, en multipliant notamment les jardins, les mosquées, etc. On verra ça. Alors, tout d'abord, Soliman le Magnifique, première chose à soulever, il va considérablement étendre l'Empire ottoman. Ici, les figurés de surface vert clair et jaune vous montrent toute l'extension de l'Empire qu'il va réaliser, c'est-à-dire qu'il va étendre l'Empire ottoman en Europe jusqu'à Vienne, où il est arrêté, et sur tout le Proche-Orient. Donc, on a un Empire ottoman qui s'est considérablement agrandi et qui occupe une position centrale. Alors, en termes de construction réalisée notamment sous Soliman le Magnifique, on va avoir le bazar d'Istanbul. Alors là, je vous ai mis des photos que j'ai prises. Donc c'est le bazar aujourd'hui, c'est-à-dire un immense marché couvert. C'est le premier marché couvert au monde en termes de superficie. Ce qui vous montre alors que Istanbul est bel et bien au cœur des échanges commerciaux. Là, vous avez une des entrées, il y en a plusieurs, il y en a des dizaines, du bazar d'Istanbul. Alors, autre élément important, ici, vous avez un bâtiment architectural religieux absolument unique. C'est-à-dire que vous avez ici une église, Sainte-Sophie, qui a une architecture très étrange puisque vous avez tout autour des minarets musulmans, ce qui vous montre que Sainte-Sophie, initialement église chrétienne, a été transformée en mosquée, évidemment, sous les musulmans. Cette architecture, elle doit vous rappeler quelque peu la cathédrale Saint-Front de Périgueux, puisqu'elle a été grandement inspirée par Sainte-Sophie. Alors, si je rentre à l'intérieur de Sainte-Sophie, aujourd'hui, vous avez ce syncrétisme religieux, ce terme, vous le connaissez, de syncrétisme, entre l'islam et la chrétienté. C'est-à-dire qu'on a véritablement une architecture chrétienne, et en même temps, on a des éléments typiques de l'art musulman, notamment ici, comme vous le voyez, les calligraphies arabes. Les sultans vont également décider de se construire un palais absolument exceptionnel, reflet de leur puissance. C'est le palais de Topkapi que vous pouvez aujourd'hui aller visiter à Istanbul. Ce palais est immense, il s'étend sur 70 hectares et il est encerclé par des remparts de 5 km. On est vraiment sur quelque chose d'exceptionnel, de grandiose. Par ailleurs, la ville va également se couvrir de mosquées. Il y en a des centaines. Là, je vous ai mis 2 exemples. Alors, celui-ci, c'est cette photo du haut, c'est une mosquée parmi tant d'autres. Il y en a énormément. Et l'autre, celle du bas, c'est ce qu'on appelle la mosquée bleue, qui fait face, en fait, elle est juste en face de Sainte-Sophie. De fait, si un jour vous allez à Istanbul, vous verrez que c'est un paysage assez grandiose. Et là, c'est vraiment une mosquée dès le départ. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de tout ça pour ce chapitre? Évidemment, cet empire ottoman qui s'est étendu, regardez sur tout ce territoire, se retrouve au cœur des échanges commerciaux entre l'Asie, qu'on appelle alors les Indes, et l'Europe. Les Européens sont très demandeurs en produits venus d'Asie, notamment les épices ou encore les parfums. Pour faire venir ces produits, ils sont dans l'obligation de passer par les Ottomans. Les Ottomans vont donc profiter
de cet avantage pour imposer de lourdes taxes aux Européens. Dès qu'ils veulent acheter des produits venus d'Asie, ils doivent tout d'abord payer des taxes. Après, les Ottomans leur livreront les produits en question. De fait, pourquoi les Européens partent-ils à la découverte du monde, partent-ils à la découverte de nouvelles routes? Eh bien, tout d'abord, la raison économique. En fait, ils tentent de trouver une nouvelle route pour aller aux Indes, en Asie, en évitant cet intermédiaire ottoman qui s'impose et qui les oblige à payer d'importantes taxes. Autre raison qui ont poussé les Européens à partir à la découverte du monde, des raisons religieuses. Alors, comme vous devez vous en rappeler, l'Espagne et le Portugal sont deux royaumes très chrétiens. Ils viennent juste d'achever la Reconquista. Si vous vous souvenez, c'était le fait que les musulmans aient pris des territoires au sud des pays, notamment l'Andalousie, en Espagne, et ils ont finalement reconquis ces territoires. Ils souhaitent alors continuer cette expansion religieuse, cette expansion de la chrétienté, et pour eux, découvrir de nouvelles terres permettra alors d'étendre à nouveau la religion chrétienne. De plus, on a également l'existence d'un mythe qui est né au XIIe siècle qui dit qu'un prêtre du nom de Jean aurait fondé un royaume en Extrême-Orient. Alors, en Extrême-Orient, c'est-à-dire complètement à l'est. Je vous rappelle qu'on ne sait pas ce qu'il y a ici, donc soyez dans l'hypothétique. Il y aurait donc, par ici, en Extrême-Orient, un royaume chrétien. Les Européens, menés par les Portugais et les Espagnols, disent alors que s'ils parviennent à trouver ce royaume, ils pourront s'allier entre eux, entre chrétiens, pour attaquer ensemble de revers les Ottomans au centre et ainsi les affaiblir, voire même les détruire. Autre raison, évidemment des raisons politiques. Nous avons un royaume d'Espagne et un royaume du Portugal très puissants à cette époque, ils sont en compétition. Évidemment, étendre leur empire en découvrant de nouvelles terres serait une manière d'affirmer leur puissance par rapport à l'autre. Donc c'est une compétition entre pays pour savoir lequel sera le plus puissant. Dernière raison, en plus des raisons économiques, religieuses et politiques, il y a également les progrès techniques. En effet, jusqu'au XVe siècle, les Européens quittent rarement de vue les littoraux. C'est pour ça qu'ils se déplacent essentiellement en Méditerranée. Et au XVe siècle, on va avoir d'immenses progrès techniques, notamment sur les techniques de navigation. On va alors pouvoir entreprendre des voyages beaucoup plus lointains. Ici, vous avez l'illustration de la caravelle qui a été inventée au début du XVe siècle par les Portugais. Ce nouveau navire permet alors d'aller beaucoup plus loin. Il est bien plus léger, bien plus stable et on prend le vent beaucoup plus aisément. Autres éléments de progrès technique, on a aussi et surtout des progrès au niveau de la capacité à se repérer en mer. On va avoir l'usage de la boussole qui va véritablement s'étendre. On va aussi avoir l'astrolabe que vous avez ici qui permet de se repérer en mer grâce au soleil et aux étoiles. Donc on se repère mieux, on avance plus vite. Et enfin, on va également avoir ceci. Alors ceci, ce sont ce qu'on appelle des portulans. Il s'agit de cartes maritimes, comme vous le voyez ici, où sont représentés les principaux ports. Et de fait, ces portulans vont permettre, avec le tracé des littoraux, plus les principaux ports représentés, de se repérer encore davantage et alors d'entreprendre des voyages beaucoup plus lointains.